Voilà, donc nous continuons sur cet intéressant colloque. Merci à ceux qui ont parlé et donc nous continuons notre matinée. Donc nous avons maintenant Chloé Carnino qui est donc à l'université de Aix-Marseille. Donc nous sommes dans la région. Pour les étudiants qui sont là, peut-être vous la connaissez. Je suis impressionné par le parcours puisque ce sont cette nouvelle génération de gens qui font des doctorats sur des sujets assez incroyables, sur tout l'aspect blockchain, qui sont des nouveautés qui sont très importantes évidemment, qui travaillent sur l'IA, qui vient de la propriété intellectuelle et qui aujourd'hui donc s'intéresse à ces règlements et qui va nous expliquer leur implication dans le secteur de la mode et du luxe. Donc on voit quelques traces de votre passé puisque vous avez travaillé dans ces secteurs et l'intérêt pratique, donc qu'a souligné Nicolas, de voir comment ces textes très généraux trouvent aujourd'hui des applications pratiques dans des secteurs particuliers. Chloé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, merci à toutes et à tous, merci aux étudiants. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie aussi les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à intervenir devant vous sur ce sujet qui me passionne. Alors, parler de l'application du DMA et du DSA, Digital Services Act, dans le secteur de la mode et du luxe, revient finalement à prendre en considération plusieurs choses. Alors, premièrement, et à mon sens, il n'y a pas de revirement ou de changement de stratégie en particulier pour l'Europe, puisqu'elle a œuvré pour élever le niveau de protection des données personnelles avec le RGPD. Mais on peut dire qu'il y a bien un renforcement de la souveraineté numérique par l'Europe et une plus grande vigilance à cet effet. Ensuite, cette plus grande vigilance et ce contrôle plus important mis en place par les règlements portent d'une part pour le DSA sur les contenus illicites ou des contenus qui seraient des incitations au délit, comme la contrefaçon en ligne dans le secteur de la mode et du luxe. Et d'autre part, pour le DMA, eh bien, cela porte sur une limitation de la domination économique des grandes plateformes. Enfin, ces deux règlements permettraient aussi d'unifier et d'agir rapidement pour supprimer ou modifier des contenus en ligne. Donc, ce sont donc des plateformes de e-commerce qui sont visées, entre autres, par le DSA et le DMA. Alors, quel impact finalement de ces règlements et de ces textes dans la lutte anti-contrefaçon? Déjà, il faut rappeler que les deux règlements ne répondent pas aux mêmes défis. Le DSA vise à obliger les plateformes et les réseaux sociaux et intermédiaires en ligne à limiter les contenus illicites et à renforcer la transparence sur le fonctionnement aussi de leurs algorithmes. Et le DMA, on vous l'a dit ce matin, quant à lui, a pour objectif de lutter contre les comportements abusifs des plateformes numériques structurantes, considérées comme des gatekeepers. Alors, les plateformes de e-commerce, on peut citer Amazon, je pense que vous connaissez cette plateforme-là, eBay également, ou Le Bon Coin, qui sont souvent pointées par les titulaires de propriété intellectuelle, détenteurs de droits de propriété intellectuelle, comme n'agissant pas suffisamment et activement contre les contrefaçons présentes sur leur plateforme. Alors, dans cette notion de contrefaçon, il y a aussi une notion qui est au cœur de la contrefaçon, celle d'authenticité. Comment identifier le faux sur une plateforme? Alors, c'est tout le travail finalement des plateformes, de leur mise en conformité et de leur filtrage de contenus qui vont être mis en ligne. Par exemple, on peut citer Vestiaire Collective, en pratique, qui est une plateforme de vente de produits en ligne, de produits de luxe de seconde main, et qui, en son sein, dans une équipe bien particulière d'experts, va vérifier et va venir authentifier des produits de luxe qui vont être vendus. Vinted aussi, qui est une plateforme, je suppose que vous connaissez bien, est en train de mettre en place un comité d'experts pour authentifier les produits qui vont être ensuite vendus en ligne, des produits de luxe, de mode, pour dans un souci d'authenticité et de vérification de ce qui va être mis en ligne et vendu aux consommateurs. Alors, quid de la contrefaçon en ligne?
Donc, on a par habitude de définir la contrefaçon sous le prisme du Code de la propriété intellectuelle. C'est aussi un délit en droit pénal. Et ces définitions donc, restent propres à la France. Il n'existe pas d'ailleurs d'équivalent à l'étranger. Et en droit de l'Union européenne, eh bien, c'est une notion qui réserve l'usage de ce terme au trafic illicite de marchandises. Donc, on voit bien que la contrefaçon est une tromperie qui vient créer une confusion entre les produits originaux et les produits contrefaisants, avec des fabrications et des importations de produits illégaux et contrefaisants. Alors, quelques chiffres, je trouvais qu'il était important de rappeler des chiffres de la contrefaçon en ligne. Les échanges de la contrefaçon en ligne sur les marketplaces touchent l'Union européenne et représentaient en 2020 5,8% des importations. Donc, sur un marché de environ 700 milliards d'euros, eh bien, la proportion des ventes de faux en ligne était en 2020 de 15%, soit environ 120 milliards d'euros en 2020 de contrefaçon en ligne. Donc, c'est un marché qui représente quelque chose qui est en perpétuelle croissance aussi, il faut le savoir. Et donc, l'intervention et l'impact finalement du Digital Services Act et du Digital Markets Act serait de responsabiliser davantage les plateformes, mais aussi les utilisateurs et les consommateurs de ces marketplaces qui viennent acheter des objets de mode et de luxe sur ces plateformes et qui peuvent avoir conscience parfois que ces objets sont de la contrefaçon. On a l'exemple d'Amazon aussi qui a lancé en 2020 des actions en justice contre les anciennes qui vendaient des biens contrefaisants. Alors, vous avez AliExpress, qui est une filiale d'Alibaba, dont les entrepôts sont en Chine. Donc ici aussi, il y a un gros souci de traçabilité des marchandises et de revente en ligne, parce que la fabrication, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quels sont les fabricants de ces objets. Et donc, c'est une véritable traque et une lutte acharnée de la part de l'Union européenne contre les contenus illicites qui vont être mis en ligne. Alors, on vous l'a dit également, tout ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Et c'est principalement l'objectif du DSA et du DMA. Quid aussi de la plateforme de Shein? Je pense que cette plateforme vous parle également. Pour le moment, elle n'est pas visée par le DMA, mais peut-être, on verra par la suite, si cette plateforme-là rentre dans le viseur des règlements européens. Alors, la définition du contenu illicite, donc indiquée par le DSA, revient finalement à définir ce contenu comme étant toute information, quelle que soit sa forme, qui, en vertu de la loi applicable, est en elle-même illégale ou se rapporte à des activités illégales. Concrètement, le DSA, il a pour objectif d'accentuer les moyens d'action à l'encontre des contenus qui sont considérés illicites. Et donc, comprend les biens contrefaisants. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit un mécanisme de signalement des contenus illicites pour les utilisateurs des plateformes et donc une coopération de ces dernières avec des signaleurs de confiance. Il prévoit aussi des obligations spécifiques en termes de traçabilité des entreprises utilisatrices afin d'aider et d'identifier les vendeurs de marchandises illicites. Le DMA, quant à lui, eh bien, dans la vente en ligne, c'est vrai que les gatekeepers comme Amazon n'auront par exemple plus la possibilité de pousser en tête des résultats de recherche de leur site les produits qu'ils vendent en propre au-dessus de ceux commercialisés par des entreprises tierces de manière autocratique. Ils devront partager aussi l'ensemble des données marketing et de performance avec ces marchands. Et finalement, tous ces contrôles devront se faire aussi finalement c'est un travail de coopération avec les utilisateurs et les consommateurs. Donc, plusieurs maisons de luxe ont, en 2015, émis des plaintes à l'encontre de Google et d'Alibaba qui encourageaient l'achat de produits contrefaisants sur les sites de vente. Donc, on peut conclure que le DSA serait une arme juridique
nouvelle arme juridique au niveau de l'Union européenne et pour lutter contre ces pratiques illicites. Je vous remercie. Oui, un petit mot, j'adore qu'il y ait des petites transitions qui permettent de voir un peu comment les exposés sont reçus. Pour être très clair, je me demandais de quoi vous alliez parler et je trouve que l'importance, les chiffres que vous avez cités sur l'importance des contrefaçons en ligne montrent l'importance du sujet, qu'on est tous concernés. Et j'ai trouvé ça intéressant que vous rappeliez que la contrefaçon est une notion quand même très française et que d'autres législations utilisent d'autres biais et qu'un des apports du DMA auquel on n'avait pas forcément pensé, mais c'est peut-être parce que là aussi on découvre ces législations, pourrait être cette arme supplémentaire pour lutter contre ce fléau. Donc très intéressant. Un grand merci. Je vous remercie.